Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Ça, c'est la vie. Merci de nous suivre tout au long de nos différentes émissions. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui encore, nous allons aborder le sujet sensible qu'est l'excision. Et nous allons parler particulièrement des conséquences de cette mutilation génitale féminine. D'abord, pourquoi l'appelle-t-on mutilation génitale féminine? On appelle cette pratique mutilation parce que on enlève un organe, on ampute à la femme un organe. C'est une mutilation. La mutilation génitale féminine comprend et l'excision et les autres pratiques. Du point de vue, au Burkina, c'est surtout l'excision qui est pratiquée. Nous avons plusieurs types, 3 types en particulier. Ça a été classé en 3 types. Le type 1, c'est le clitoris uniquement qu'on ampute à la femme. Dans le type 2, on ampute et le clitoris et les petites lèvres. Dans le type 3, le clitoris, les petites lèvres et les grandes lèvres sont amputés. Donc ça, c'est les types d'excision que nous avons ici au Burkina. Dans d'autres pays, nous avons l'infibulation, où on ampute et on coud, on ferme l'orifice vaginal pour attendre la majorité ou le mariage et réouvrir pour permettre la vie sexuelle. Il y a aussi dans d'autres régions où, au lieu d'amputer, on écrase le clitoris, c'est-à-dire pour le rendre non fonctionnel. Quelles sont les raisons fondamentales qui poussent ces parents-là à pratiquer cette forme de mutilation sur leur jeune fille? Les gens lient cela à la tradition. Et comme la tradition est un fait accepté de tous, sous nos cieux, c'est difficile donc de leur faire changer d'avis. Parce que actuellement, avec la modernisation, les gens ont peur de se faire taxer de non-respect de nos coutumes, de nos traditions. Et on le répète, ceux-là qui pratiquaient l'excision avant sur nos filles, c'était pour leur bien-être. C'est pour leur assurer un avenir social épanoui, leur permettre d'avoir un bon foyer, etc. Donc la tradition voyait les choses en ce sens-là, préparer la fille au mariage. Et également, il y avait ces considérations un peu hygiéniques et ces pesanteurs, ces préjugés qui faisaient croire que si le clitoris était un organe nocif. Donc, ils amputaient le clitoris pour permettre une meilleure fertilité de la femme. Et même, il y a certains qui disaient que la présence du clitoris compliquait l'accouchement. Alors que je pense que c'est tout à fait le contraire. La gynécologue est là et pourra certainement revenir sur ces aspects-là. Donc, c'est essentiellement le fait qu'il lie cela à la tradition, également à la religion. Il faut le dire qu'il y a certains fondements qui ont trait à la religion. Et malheureusement, la religion la plus indexée, c'est la religion musulmane, où certains évoquent des versets qui ne seraient pas du Coran, ne proviendraient pas du Coran, mais ce qu'ils appellent des hadiths. Posons la question à docteur. Est-ce que cela se justifie? Est-ce qu'il s'agit, le clitoris est un organe mâle dont il faut se débarrasser? Est-ce que ça se justifie? Je pense que le clitoris a un rôle à jouer dans la sexualité. Et tout le monde le sait. C'est l'organe, on peut considérer ça comme l'organe du désir. Et aussi l'amputation de cet organe. On a vu que dans l'accouchement, ça intervenait aussi beaucoup dans l'élargissement, dans l'ouverture de l'orifice vaginal vulvaire. Donc, il a son rôle. Il n'est pas là par hasard. Et il n'est pas aussi là juste pour le plaisir. Il n'est pas aussi là juste pour le plaisir. Donc, l'amputation de cet organe a quand même des conséquences. On ampute la personne d'un organe. Donc, on enfreint à son intégrité physique. Donc, la personne est handicapée. Il lui manque quelque chose. C'est pour renchérir ce que Mme Lamizana a dit. Il y a le choc de l'acte, le choc psychologique que la personne ne peut jamais oublier. Ça, c'est un traumatisme.
Et la santé, ce n'est pas uniquement la santé physique, mais il y a aussi la santé mentale, du point de vue psychologique. Donc, sur ce plan, nous ne pouvons pas parler d'excision bien faite parce que ça laisse toujours des séquelles, que ces séquelles soient physiques ou psychologiques. L'excision, comme nous l'avons dit, c'est le clitoris qui est un organe qui est très bien innervé, qui intervient, comme on a dit, qui a beaucoup de fonctions, qui est amputé. Par contre, dans le cas de la circoncision, c'est une membrane qui est là, qui couvre l'organe sexuel, le pénis, et c'est une partie de cette peau-là qui est enlevée. C'est-à-dire, ça permet de lutter parfois contre les infections, parce que cette peau est replissée et quand l'hygiène n'est pas très bien faite, il y a souvent des germes qui peuvent s'entasser à ce niveau et favoriser certaines infections chez l'homme. Ce qui explique que la circoncision est, on dirait, est positive. Est positive. Voilà. Et recommandée. Voilà. Par rapport à l'excision. Voilà, mesdames et messieurs, je vais vous inviter à suivre un micro-trottoir que nous avons réalisé. Et les questions fondamentales que nous avons posées à monsieur et madame tout le monde sont les suivantes. Qui prend la décision pour qu'une fille soit excisée? Et que peut-on faire pour abandonner cette pratique? Qui prend la décision pour qu'une fille soit excisée? Bon, je me dis c'est la maman qui peut prendre ce genre de décision et qui peut convaincre ensuite son mari à accepter. Je dis c'est généralement les grands-parents. Les vieux mères, ils demandent au vieux, mais maintenant si le vieux est d'accord, on ne peut pas faire sans le consentement de l'autre. C'est les deux parents qui s'attendent. Souvent c'est le papa. C'est en commun accord, normalement, avec le papa et la maman. C'est généralement l'homme qui prend la décision parce que la femme ne peut pas se lever et décider seule qu'elle va exciser sa fille. Si c'est moi, c'est la femme, je parle pas le chef de famille. Non. Personne ne doit prendre la décision, personne. Que peut-on faire pour abandonner cette pratique? Il faut beaucoup sensibiliser les gens. Sinon, je ne sais pas par quelle méthode il faut passer pour que les gens renoncent à l'excision. Sensibiliser les dames qui font l'excision. Comme c'est une ancienne pratique et que les personnes qui pratiquaient ça généralement étaient des analphabètes, la lutte serait un peu compliquée. Mais avec un peu plus de dialogue et de communication, on peut arriver à bannir ça complètement. Je pense qu'il faut continuer à sensibiliser les personnalités, sensibiliser les coutumiers surtout, les personnes qui sont dans les zones rurales, les populations à la base, les femmes, mais surtout les hommes aussi. Les leaders au niveau coutumier, religieux, il y a ce qu'ils disent et puis il y a ce qu'ils font. Je me dis que à leur niveau, ils ne vont pas jusqu'au bout de leur logique. Je me dis que peut-être c'est la sensibilisation qui n'est pas répartie sur tout l'étendue. Pour arriver vraiment à enrayer des pratiques traditionnelles, il faut aller convaincre jusqu'à ceux qui croient à ces valeurs traditionnelles. Les méthodes là n'ont pas été efficaces. Voilà, parce qu'ils ont commencé par la répression. Alors qu'en général, c'est une pratique séculaire, multiséculaire. En un coup de baguette magique, une loi ne suffit pas. Moi, je pense qu'il faut laisser peut-être le temps, au temps passé, faire la sensibilisation. Je peux dire que c'est un mal dans notre société, qu'il faut bannir, même si c'est la tradition. Parce que les mauvaises pratiques de la tradition, il faut quand même essayer d'arrêter ça et prendre les bonnes traditions et puis faire avec. Voilà, réaction à chaud par rapport au micro-trottoir que nous avons vu tout de suite. À qui la faute? On dit tantôt que c'est la mère, c'est le père, le chef de famille, ou même la grand-mère. Qui décide quoi? Dans nos sociétés, il faut dire qu'aucune décision ne peut se faire sans que l'homme n'ait donné quand même son aval. C'est vrai que la majorité des exciseuses sont des femmes. Elles ne font qu'un devoir en réalité.
elles font qu'un devoir parce que même si elles ne le font pas, à un certain moment, l'homme va leur poser la question. Tant que l'homme ne donne pas son accord pour l'excision, une femme ne peut pas, en tout cas dans notre contexte actuel, là, une femme ne peut pas prendre un enfant, aller faire exciser sans que le monsieur ne soit informé. Parlez-nous un peu de votre expérience quotidienne par rapport aux consultations gynécologiques dont vous avez à faire. Quels sont les cas qui sont liés étroitement aux mutilations génitales féminines dont vous avez à faire? Moi, je suis à la clinique Souka où on fait les réparations de séquelles d'excision. Et nous avons choisi, il y a un jour dans la semaine où nous pratiquons les réparations des séquelles d'excision, c'est les mercredis. Et je peux dire que par semaine, on a en moyenne 2 cas. Il y a d'abord la rétention d'urine, la rétention urinaire, souvent chez les petits-enfants, je dirais de 0 à 6 ans et même parfois 7 ans, on en rencontre. C'est-à-dire qu'après l'excision, il y a un accolement qui fait que l'orifice urétral est pris dans l'accolement et les urines ne peuvent pas, au lieu de se déverser à l'extérieur, sont déversées dans le vagin. Et le vagin étant fermé, donc il y a des difficultés que les urines ne peuvent pas sortir. Parfois, quand il y a un tout petit orifice, on a des émissions par regorgement. Donc, c'est l'un des motifs de consultation chez les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité. Je dirais il faut voir les conséquences. Et là, il n'y a plus rien à dire. Rien que la semaine dernière, j'ai reçu une fille de 3 ans qui est arrivée. D'abord, elle avait porté un pantalon et les urines coulaient tout seul. Et les autres malades qui étaient à côté, ils étaient là. Ah, mais toi, tu es assez grande pour pisser dans ton pantalon comme ça. Tu es assez grande pour pisser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle a un accolement et les urines sont émises par regorgement. Elle ne peut pas retenir. La vessie est pleine, mais les urines arrivent. Elle ne peut pas pisser d'elle-même, donc les urines sortent par regorgement. Donc cette fille, toute la journée, elle a les urines qui coulent. Et c'est son grand-père qui l'a accompagnée. Dès qu'il est rentré dans mon bureau, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux, il dit « Aidez-moi, aidez-moi. Ça ne va plus jamais se reproduire dans ma famille. C'est la dernière fois, ça ne se reproduira plus. » Donc c'est pour dire que souvent on n'a pas... Quand il y a des conséquences, des séquelles déjà, on n'a pas souvent beaucoup de choses à dire. Eux-mêmes, ça se dit tout seul, ils se sensibilisent tout seuls. Il arrive parfois que des couples, des femmes mariées, qui peuvent vivre pendant 10 ans sans enfants et viennent consulter pour infertilité. Et on se rend compte qu'en fait, leur problème, c'est les séquelles d'excision. Il y a un accolement, pas de possibilité de rapport sexuel. Donc là, nous pouvons... C'est une des causes de l'infertilité. Il y a aussi l'infertilité due à l'infection. Mais là, nous ne pouvons pas faire la corrélation tout de suite. Une femme qui vient consulter pour une infertilité et que, bon, elle a les trompes bouchées, on ne peut pas tout de suite dire que c'est du fait de l'excision, mais ça peut être du fait de l'excision s'il y a eu des complications infectieuses. Concernant la frigidité, le manque de satisfaction sexuelle, est-ce que vous avez rencontré ce cas? Oui, surtout dû à la dyspareunie, c'est-à-dire les douleurs au cours des rapports sexuels, parce que ça laisse des cicatrices qui sont fibreuses, qui sont douloureuses et qui peuvent être à l'origine de frigidité. Essayez de nous donner un peu votre point de vue sur pourquoi l'excision perdure malgré les conséquences qui sont bien connues. On est très attaché à nos valeurs traditionnelles parce que très souvent on dit que l'excision vient de nos traditions, on est né trouvé et il faut forcément la perpétuer. C'est une valeur pour nous et que vraiment il faut la perpétuer. Et dans ce souci-là, vraiment il est difficile de convaincre les gens pour qu'ils puissent abandonner. C'est comprendre que la pratique pose problème et qu'il faut vraiment l'abandonner. Sans quoi, toutes les raisons vraiment que les uns et les autres avancent ne peuvent pas justifier vraiment
l'amputation ou du moins, parce qu'il y a des gens qui n'amputent pas l'organe en tant que tel, mais qui font tout pour le neutraliser en tant que tel, par soit massage, par soit piqûre, en tout cas des façons de faire qui, en tout cas, qui rendent l'organe à néant. Donc c'est vraiment leur croyance traditionnelle, là, ou du moins le besoin de perpétuer vraiment la pratique qui amène vraiment les populations à continuer la pratique. Mais de plus en plus, nous avons la chance qu'avec les actions que nous menons, beaucoup de personnes quand même écoutent avec attention et vraiment prennent quand même du recul par rapport à cette pratique-là. Ils se posent quand même des questions parce que dans certaines localités, les gens étaient très réticents par rapport même à écouter un message sur les mutilations génitales féminines. Mais aujourd'hui, ils écoutent et ils sont assez critiques, même s'il y a toujours des poches de résistance en la matière. On impute souvent la pratique de l'excision à la religion soit chrétienne et soit musulmane. Nous avons rencontré un responsable religieux qui nous donne son point de vue, le point de vue biblique sur la pratique de l'excision. Je vous invite à suivre. Est-ce que la Bible autorise-t-elle la pratique de l'excision? Par rapport à l'excision, la Bible n'en parle pas. Et c'est pour donc dire que si elle était nécessaire, si l'excision était utile, c'est sûr que la Bible allait en parler. Dieu aurait recommandé qu'elle soit pratiquée au même moment que l'on pratiquait la circoncision, en tout cas de tous les mâles de la maison d'Abraham. On peut donc affirmer, sans se tromper, que, en tout cas, la femme d'Abraham, c'est clair, n'a pas été excisée. Donc c'était nécessaire, c'était une pratique qui était utile. La Bible nous aurait conseillé, parce que à travers toute la Bible, ce qui touche à l'hygiène est clairement mentionné. Est-ce qu'il y a des conséquences immédiates ou à long terme sur la santé de la jeune fille? Et ça, c'est clair, il y a les conséquences immédiates. Je me rappelle très bien, mes 2 premières filles ont été excisées. Mais ce n'est pas moi qui les ai amenées, hein. C'est leur tante. Je suis sorti, je ne sais pas où j'étais, je suis rentré un après-midi et je vois les enfants dans une situation vraiment... non, ce n'était pas ça. Et ces enfants, pour même uriner, c'était un problème. À ce moment-là, ça m'a marqué. C'est pour dire qu'à partir de ces 2 filles-là, le reste là, il y en a qui sont déjà mariés, aucune n'est excisée. Alors, les conséquences néfastes, c'est que il est établi que la fille excisée donc a beaucoup de peine d'accoucher. Et là c'est grave. La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et votre prochain immédiat là, c'est qui? C'est votre mari là. Mon prochain immédiat là, c'est ma femme. Donc le mal que je ne voudrais pas avoir sur moi-même, je ne souhaite pas que, en tout cas, mon voisin immédiat là, mon prochain immédiat là, ait donc ce mal. Alors que l'excision ne présente aucun avantage, pourquoi les gens persistent-ils toujours dans cette pratique? C'est simple, c'est l'ignorance, un trait, un point. Votre dernier mot? Bon, que Dieu pardonne l'ignorance, en tout cas, de nos parents qui ont considéré cette norme-là comme étant une valeur. Nous pardonne également, nous aussi d'un certain âge qui avons laissé faire à un certain moment, mais qu'à partir de maintenant, avec toutes les sensibilisations qu'il y a à travers les médias, que tout un chacun se range pour le bonheur, en tout cas de nos filles, parce qu'elles ne méritent pas en tout cas ces mutilations-là. Il affirme la Bible n'en parle pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Coran en parle?
Est-ce que vous auriez des informations par rapport à ce que dit le Coran sur la pratique de l'excision? En tout cas, les sommités du monde religieux musulman. Et ces gens-là ont demandé ce que c'était. Ils ont relu. Dans le film, le gars dit qu'il a lu et relu le Coran. Il n'a vu dans aucune partie où c'est mentionné. Ça, c'est véridique. C'est à ne même pas discuter. Je n'ai pas besoin d'être une érudite dans les affaires bibliques pour le dire que ce n'est pas lié à aucune religion. Vraiment, qu'on ait pitié, comme le pasteur l'a dit, qu'on ait pitié de la misère des femmes, qu'on ait pitié de la souffrance. On prend des positions par rapport à l'excision sans savoir ce que c'est que l'excision. Rares sont les mamans qui attrapent leurs enfants et que l'excision et l'exciseuse coupe. Rares sont les mamans, ce sont les tantes ou les belles-sœurs qui attrapent. Rares sont les papas qui assistent à la scène. Celui qui assiste à la scène ne peut pas encourager un autre parent quand on voit comment ça se passe. Une fois qu'il voit l'acte, je pense qu'il n'y a plus de débat. Actuellement, nous avons vraiment tendance à ne plus jouer aux cachotteries, à montrer vraiment aux gens quelles sont les portées, les conséquences de cette pratique-là. Et à cet effet, nous avons eu la chance d'avoir l'appui des différents gynécologues pour pouvoir passer des croquis que nous avons sur les conséquences aux photos réelles. Sur les différentes conséquences qu'on a évoquées ici, il y a les accolements, les kéloïdes, les kystes et les conséquences que cela peut engendrer pour la vie sexuelle et reproductive de la fille, notamment l'impossibilité d'avoir des relations sexuelles. Et surtout, nous avons pu également, si je peux m'exprimer ainsi, et les gynécologues plutôt, ont pu capturer les différentes étapes de l'accouchement d'une femme non excisée qui permet de voir le rôle très important joué par le clitoris grâce à son élasticité pour permettre la sortie de l'enfant et également des photos sur l'accouchement d'une femme excisée et les conséquences que tout cela comporte. La pratique existe avant les religions révélées. Et lorsque les pères blancs sont arrivés avec l'Église catholique, ils ont été bien surpris. Je ne vous ferai pas l'histoire. Lorsque les filles ne sont pas excisées, à leur mariage, la belle famille exige l'excision avant le mariage. Donc l'excision se faisait, ainsi de suite. Moi, je pense que, comme on l'a dit, c'est une pratique qui perdure de génération en génération et avec des arguments fallacieux dont il faut battre en brèche. Et moi, je pense que le problème n'est pas seulement au niveau de la chefferie traditionnelle. Le problème, c'est au niveau de la base. Il faut toujours aller vers les familles, vers la population, pour leur dire, pour toujours expliquer quel est le mal fondé de la pratique de l'excision. Je pense qu'il faut insister dans les campagnes de sensibilisation, mettre en place, comme on l'a dit, des réseaux, des relais qui vont continuer parce que ça doit faire un effet de boule de neige. Et de plus en plus, il faut adjoindre dans ces campagnes de sensibilisation les jeunes générations. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Ce n'est plus les adolescentes, ce n'est plus les femmes, les jeunes filles en âge de marier qu'on existe, mais ce sont les enfants, les bébés. Le docteur nous disait tout à l'heure que de plus en plus, il n'y a pas une semaine où elle ne traite pas de 2 ou 3 cas de réparation en clinique. Et généralement, c'est sur les jeunes enfants, les enfants de 3 ans, les enfants de moins d'1 an, tout ça là. Je pense qu'il faut insister sur les aspects au plan de la santé. Au plan de la santé, pour que les gens se rendent compte que pour sauvegarder une norme sociale, pour sauvegarder une valeur sociale, on ne doit pas mettre en danger la vie d'un individu. Parce que les normes sociales existent parce que les gens sont là. S'il n'y a pas d'individus, s'il n'y a pas de population, il n'y aurait plus de normes sociales. Donc je pense qu'il faut qu'on les amène à faire l'équation entre les valeurs sociales et la nécessité de maintenir les gens en vie. La prochaine émission aura particulièrement trait à la réparation des séquelles. Sur ce, je dis merci à nos invités sur le plateau. Je vous dis merci à vous de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et que Dieu pardonne à ceux qui pratiquent encore cette mutilation génitale féminine, comme a dit le pasteur. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Au revoir, bonne soirée à vous.